président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des Droits humains, aussi avec notre collègue, vice-ministre à la Justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à tard. Maintenant, nous sommes lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant le parquet, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Pneus brûlés, bousculade entre forces de l'ordre et les anciens agents de 5 entreprises du portefeuille. Telle est la scène qui s'est déroulée en cette matinée du 4 septembre 2023. Les agents des 5 entreprises du portefeuille dont GECAMIN, BCA, BCCE, NBK et SCPT ont organisé un grand sit-in devant le ministère des Finances pour faire valoir leurs droits. Ils revendiquent les arriérés des décomptes finales évalués à 37 mois d'impayement, bloqués sans raison selon eux par le vice-premier ministre, ministre des Finances. Le coordonnateur de 5 entreprises du Congo a déploré ce qu'il qualifie d'inaction de la part du VPM Nicolas Kazadi. Je n'ai plus à démontrer ce que nous sommes venus faire parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que nous sommes venus ici. Ce sont 5 entreprises du portefeuille qui ont été liquidées illégalement, à savoir la Banque de Crédit Agricole, la Banque du Commerce Extérieur, BDP, la Nouvelle Banque de Kinshasa, la GECAMIN et la SCPT. Nous sommes ici, nos sociétés ont été liquidées en 2003 et nos décomptes finaux qui devaient nous être payés ont été versés dans la dette intérieure. C'est par là où nous sommes payés. Malheureusement, depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, il a totalement interrompu à nous payer. Nous avons, à ce jour ici, nous avons accumulé 37 mois d'impaiement, dont 16 sont à l'actif de Monsieur l'Excellence Nicolas Kazadi. Qui nous paie? Ce sont nos droits, ce sont nos décomptes finaux. Et si vous observez bien ici tout autour,
vous voyez que la majorité des personnes qui sont là sont de troisième âge. Et d'ailleurs, à vos côtés, si vous regardez là, vous voyez un malade qui a entendu les communiqués. Malgré sa maladie, il s'est quand même donné la peine de venir. Alors, nous sommes venus pour demander au ministre Kazadi de pouvoir nous payer. Si nous sommes venus, ce n'est pas parce que nous sommes venus pour venir, c'est parce que nous avons bien des informations. Il paye certains autres créanciers de la dette intérieure. Il les paye. Et comment il paie cela? Et non nous. Et pourtant, nous avons des protocoles d'accord bel et bien signés. Et ces protocoles d'accord font office de la loi. Voilà comment les Congolais, c'est vrai, nous sommes dans un état de droit, mais il y a de ces autorités-là qui n'aident pas le président de la République. Et nous lui demandons qu'il ait quand même le cœur. Il y a ici, il y a ses papas, il y a ses parents qui sont ici en train de souffrir, qu'il le paye. Le représentant de l'AG Camine a quant à lui affirmé que Nicolas Kazadi doit respecter le protocole d'accord établi et signé avec le gouvernement congolais. Que ce que nous réclamons, ce n'est pas une faveur. Nous avons travaillé dans des entreprises d'État avant lui. À l'AG Camine, nous sommes 10 655. Et nous sommes tous du troisième âge. Avant qu'il n'arrive, le ministre des Finances qui était là, qui avait signé le protocole d'accord, payé, et lui-même, lorsqu'il est arrivé en 2021, il a payé 9 fois. 9 fois de juillet 2021 pour interrompre le paiement au mois de mai 2022 jusqu'à aujourd'hui. Sans raison. Alors que dans d'autres pays, les protocoles d'accord, les conventions font force de loi. Et il doit respecter les protocoles d'accord. S'il voit que c'était mal négocié, il doit nous inviter, nous, sur la table de négociation, on négocie. Mais de lui-même, comme ça, il dit, je coupe, parce que lui, c'est le véritable Congolais. Et nous, nous avons été fabriqués par les diables. Je crois que c'est ça. Et quand nous venons ici, il ne nous a jamais reçus. Les agents prévoient de poursuivre avec les sit-ins si leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte. À dater de ce lundi 4 septembre 2023, tous les taxis-motos communément appelés Wewa sont désormais interdits de circuler dans les artères de la commune d'Angombe dans son ensemble. Cette interdiction émane de la hiérarchie de la police nationale, dont le commissaire divisionnaire adjoint responsable provincial de Kinshasa, Blaise Mboula Kilimbalimba, s'est fait la voix lors de la dernière parade qu'il a commandée dimanche. Aussi, sont autorisés d'interpeller les contrevenants à cette décision seuls les policiers ayant le document valablement signé pour cette mission qui intervient au moment de la rentrée scolaire. Le numéro 1 de la police nationale pour la province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba, a mis en garde les individus dits du bureau 2, cette autre catégorie d'agents civils qui se prévalent de la police mais qui sèment le désordre selon l'autorité. Dans le même contexte, sur la réglementation de la circulation des engins motorisés, le commissaire divisionnaire adjoint a annoncé également l'interdiction pour les camions remorques de circuler avant 22 heures précises d'une part, et d'autre part, de passer sur des sauts de moutons. Cela s'indique pour toute l'étendue de la capitale. Enfin, le chef de la police de Kinshasa a avisé qu'il sanctionnera sévèrement tous ceux qui utiliseront sa qualité ou son identité et le statut de la police dans le but de rançonner la population. Toutes ces mesures interviennent pour mettre fin aux tracasseries intempestives imputées aux unités de la police. C'est une promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va servir la circulation routière dans très peu pour les populations de la Lukunga, davantage ceux des quartiers Maman Mobutu UPN et Pompage, avec l'asphaltage de la route Zolana, dont les travaux s'effectuent avec une vitesse qui promet, avant les délais prévus, sa livraison et son ouverture, comme l'affirme le directeur général de l'agence de grands travaux, l'ingénieur Nico Zaouzao. Notre objectif, c'est de terminer ce projet au 31 décembre 2023. Et ça, nous l'avons promis. Donc, prochainement, il ne sera plus question pour les gens qui habitent l'UPN ou Maman Mobutu de passer obligatoirement par la route Matadi, mais ils pourront prendre cette route à partir de l'UPN, prendre l'avenue Zolana, arriver jusqu'au pompage et aller directement en ville. Et la conséquence de tout cela, c'est que ça va réduire la pression des embouteillages que nous avons sur la ville.
Donc je pense que le président de la République va donner un très bon cadeau à la population de Nzolana parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'au 31 décembre, cette route soit livrée. Pour l'entreprise contractante Siska SA qui exécute les travaux, le niveau, malgré la saison de pluie qui arrive, rien ne peut retarder les engagements comme le génie civil face aux nombreux défis de l'environnement de cette route capitale. Enfin, on va prendre toutes les dispositions pour qu'on comporte notre chantier pendant la saison pluie. Et vous pourrez constater sur place que là, on a déjà fait les travaux pour les caniveaux. Et en fait, sur place, on a déjà arrivé pour les bitumes. Donc cette étape de travaux-là, ça ne peut pas peur pour la pluie. Cette phase des travaux qui démontre la fin imminente du projet initié par le président de la République en personne est saluée unanimement par les habitants qui sont visiblement dans la joie. Rappelons que la réhabilitation de la route Zolana entre Ipen et Pompage a été lancée en octobre 2022 pour être achevée en mai 2024. Mais les œuvres sur terrain démontrent que les travaux se finiront bien avant. La directrice provinciale de l'EPST Maindombe 3, Viviane Moudenkonko, estime que les parents doivent être conscients, la place de l'enfant, c'est à l'école, filles et garçons, sans distinction. La situation est par contre très préoccupante dans le village où règne encore l'insécurité. Le chef d'établissement, élèves et familles, tous sont en déplacement. Ces entités sont actuellement habitées par le milicien Mobondo qui y avait tout détruit en 2022. Le chef d'établissement veut plus d'assurance pour leur sécurité et les conditions de travail après les actes de vandalisme posés par ces miliciens. Certains acteurs politiques du rayon estiment que la rentrée doit être progressive, accueillir les enfants dans le village où règne la paix et la rétablir dans le milieu occupé avant le retour de la population. Cette partie de Maindombe est en insécurité depuis juin 2022 à la suite du conflit entre Teke et Yaka. Le conflit communautaire est parti d'un désaccord sur la redevance coutumière fixée par les autorités traditionnelles Teke. Mais la quantité de la redevance n'a pas été acceptée par le Yaka qui vont déclencher des manifestations de protestation. D'après certaines sources, les Teke auraient décidé de chasser le Yaka du territoire de Kwamut. Ces derniers se sont armés, s'attaquant aux Teke et aux forces de l'ordre et de sécurité venues en intervention. Après, ça suivra la montée d'une milice Mobondo sémant la terreur à Kwamut. La répression sanglante des adeptes Wazalendo continue à couler en livre au sein de la classe politique congolaise. De nouvelles mesures ne cessent de tomber. À cet effet, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, est rappelé à Kinshasa pour consultation. Parmi les mesures, on note aussi la suspension des officiers supérieurs de la police nationale congolaise qui sont également attendus à Kinshasa. Il s'agit du commissaire supérieur principal José Bongo, commandant en charge des opérations à Goma, et du commissaire supérieur Martin Lunda, commandant en charge des renseignements. Une décision qui ressort de la commission interministérielle instituée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons pris un train de mesures que je vais devoir ici vous annoncer. Parmi ces mesures, et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des deux officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. L'autre mesure, c'est l'identification de toutes les églises qui évoluent sur l'ensemble de la province
du Nord Kivu. Lorsqu'on va identifier ces églises, on va fermer toutes celles qui ne répondent pas aux exigences légales. Entre-temps, les activités tournent au ralenti à Goma. La psychose règne dans le chef de la population depuis ces événements malheureux où une quarantaine des présumés adeptes Wazalendo avaient été tués. La rentrée scolaire, quant à elle, n'est pas effective dans cette région. Un climat de méfiance bat encore son plein. À l'issue de l'audience tenue le lundi 4 septembre 2023, la défense a obtenu une remise de 3 semaines. Pour cette audience, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo était présent. Le sénateur Matata Ponyo est poursuivi pour un présumé détournement de 205 millions de dollars sur 285 alloués au fonctionnement de ces projets du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Après que la greffe ait présenté les faits pour lesquels l'ancien Premier ministre et ses co-accusés, dont le directeur général de la société sud-africaine Africom, Christophe Glober, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, sont poursuivis, la défense a sollicité une remise de 1 mois. Ce temps leur permettra d'étudier, compulser et analyser le dossier qui comporte 6000 pièces puisqu'il s'agit d'une affaire pénale. Tout en jugeant pertinente la requête de la défense, la Cour leur a accordé 3 semaines pour ce faire, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre prochain. Mathieu Chipamba est avocat de l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler. Nous avons relevé à la Cour que nous sommes devant le juge pénal. Ce qui veut dire que devant les juges pénals, c'est la vie qui est exposée, ce sont des carrières des hommes politiques et c'est l'avenir qui est en danger. Donc à l'audience de ce jour, donc, nous n'avons pas été en possession du dossier, nous n'avons pas analysé, nous n'avons rien fait. Donc on ne pouvait pas d'emblée comme ça exposer nos clients ou exposer notre client à une instruction pour qu'il soit condamné sans que sa défense n'ait pas bien préparée. C'est à ce sens-là que nous avons sollicité une remise. Le temps pour nous d'aller complicer les dossiers, prendre connaissance du dossier, étudier les contours, après venir combattre avec la Cour et le ministère public. Et la Cour nous a promis de revenir après 3 semaines. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, a lancé à Kinshasa la campagne agricole 2023-2024 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la saison A de l'hémisphère sud et de la saison B pour l'hémisphère nord. Cette campagne consistera à distribuer des intrants agricoles dont les semences, les engrais et de matériel aratoire, et ce, dans toutes les provinces jusqu'au 30 septembre prochain. Une caravane agricole va débuter cette semaine dans la première phase par le Congo central, puis viendra le tour du Kwilu, le Kasaï central, et la première phase de la caravane prendra fin le 17 septembre prochain. Ça sera des occasions de parler aux agriculteurs du programme du gouvernement sur le relancement de filières agricoles en vue de l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles. Cette activité concerne les représentants de producteurs œuvrant réellement sur terrain, les associations paysannes, les confessions religieuses, la société civile. Il faut signaler que cette distribution des intrants est gratuite et rentre dans le cadre de subventions du gouvernement aux petits agriculteurs pour booster tant soit peu la production agricole qui n'est que de 5% sur toute l'étendue du territoire national. Chose promise, chose due, la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés à Kinshasa est devenue une réalité. Ce programme s'inscrit dans le cadre du premier package de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, l'un des axes prioritaires de l'action de Félix Tshisekedi pour son premier quinquennat. L'objectif fondamental est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, à celles qui ont accouché et aux nouveau-nés pendant leur premier mois de vie, cela aux frais et sur financement propre du gouvernement assisté par d'autres partenaires tels que la Banque mondiale. La couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa
qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette gratuité, selon le coordonnateur du programme, le docteur Polydor Bungani, est un acte capital au bénéfice de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile qui récoltait un taux particulièrement élevé dans la ville de Kinshasa. Ainsi, 320 établissements de santé ont été sélectionnés en ce qui concerne, entre autres, la gratuité des consultations prénatales, de l'échographie, des accouchements simples et compliqués par césarienne, des soins du nouveau-né, de la vaccination, des consultations postnatale, de la planification familiale et de l'accès aux médicaments. Nous sommes là à l'hôpital Kanchachi. Ici, c'est la salle d'accouchement. Et nous sommes là pour vous recevoir gratuitement, pour bénéficier de la maternité gratuite et même de la couverture santé universelle. Il n'y a aucune condition pour accéder à la gratuité. Il suffit juste d'être enceinte et de venir à l'hôpital. Vous serez suivi sans problème, sans autres complications. Nous sommes très contents parce que cette couverture santé universelle, du point de vue gratuité de la maternité, vient à point nommé et parce que nous avons une grande population qui ne bénéficie pas de ça et nous sommes très contents parce que cette initiative, ce programme vient à point nommé pour aider notre population. Garantir en permanence cette couverture de soins de qualité dans les 13 provinces de départ, en attendant la mise en œuvre à l'échelle nationale, la couverture santé universelle qui n'est pas une option mais un devoir, est en fait une aspiration mondiale visant à garantir à chaque individu sans distinction de statut social des soins de santé de qualité au moment et à l'endroit où il en a besoin sans pesanteur financière. Je dis merci à notre président, mon chef, mon boss, mon papa, merci pour ce que tu nous as fait. C'est des cadeaux gratuits, si je pouvais dire ça. Donc, merci à vous. Il faudra attendre, après l'échelle nationale, la couverture santé pour tous les Congolais et Congolaises sans distinction aucune. Le 30 août dernier, entre 4h et 7h du matin, les éléments armés des FARDC, entendez, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont procédé à une attaque contre des fidèles d'une église au quartier Katindo, commune de Karisimbi, en ville de Goma. Cette opération s'est soldée par un véritable carnage. Les organisations de la société civile de Goma ont dénombré pas moins de 108 personnes tuées. Aucune d'entre elles ne portait une arme. Après avoir voulu édulcorer les faits, les autorités militaires provinciales n'ayant annoncé que 6 victimes, le gouvernement de la République a reconnu, face aux vidéos accablantes filmées par la population, les massacres par l'armée, 43 de nos compatriotes, parmi lesquels, il faut le souligner, des femmes et des enfants. Les éléments déployés dans cette opération sanglante relevaient de la garde républicaine, qui a la mission essentielle d'assurer la protection du président de la République et dont le commandement répond directement de lui. Affligé par cette grave situation, Ensemble pour la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à toute la population de Goma traumatisée par le destin tragique de ses enfants. Ensemble pour la République s'associe à toutes les forces vives de la nation qui exigent que toute la lumière soit faite sur cette tuerie et que justice soit rendue aux victimes. L'État congolais doit assumer toutes ses responsabilités. Nous avons été dans le premier point chaud qui est la place Victoire. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de venir ici au rond-point Ngaba pour mobiliser, sensibiliser la population. D'abord par rapport à une question importante qui est la question des duplicateurs de cartes d'électeurs. Nous sommes en train de mobiliser la population pour qu'elle sache les duplicateurs de cartes d'électeurs, ce n'est pas une nouvelle opération d'enrôlement, mais c'est une possibilité qu'on a donnée à ceux dont les cartes sont détériorées ou à ceux qui ont perdu leurs cartes d'aller dans les antennes de la CENI pour récupérer leurs cartes. Nous allons continuer, notre rôle c'est de mobiliser la population pour qu'elle participe de manière responsable au processus électoral.
La nouvelle du report est venue directement de M. Yassin Selemani, avocat de M. Kabound. Selon ses déclarations, une ordonnance de prorogation du délai de prononcer a été affichée. La Cour a ajouté 7 jours à la date initialement prévue. Le dossier Kabound a déjà suscité de nombreux débats. Le ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. Cependant, sa défense ne cesse de marteler que les preuves nécessaires à sa condamnation font défaut. Ils anticipent donc avec espoir l'acquittement de leurs clients. Monsieur Kabound, pour rappel, est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exact. Parmi elles, l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'une conférence de presse en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour le changement, monte au créneau en qualifiant Kabound d'otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais le parquet avait omis de respecter. L'affaire Kabound, au-delà de faits, soulève de nombreuses questions sur la justice et la politique en RDC, et les militants de l'Alliance pour le changement auront les yeux rivés sur Kinshasa le 13 septembre. Du directeur de cabinet du chef de l'État. 2 jours durant, les conseillers principaux, le secrétaire et les coordonnateurs de services spécialisés rattachés à la présidence ont reçu les notions sur l'intégrité et incorruptibilité dans l'exercice de leurs tâches. Gulin Niembo, directeur de cabinet du chef de l'État, rassure de la prise en compte de toutes les recommandations issues de ces assises. Il promet de faire le suivi pour la mise en application des notions reçues en vue de permettre au chef de l'État de réaliser sa vision. La bonne gouvernance, comme vous le savez, fait partie de stratégies dans le cadre de réalisation de la vision du chef de l'État. Il est essentiel qu'à ce niveau ici, nous puissions avoir tous les éléments nécessaires pour nous y accompagner. Nous allons bien évidemment prendre soin de toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette formation et nous allons faire le suivi par la suite. Vous savez que dans le cadre de la restructuration de ce cabinet, pour le rendre encore plus efficace, nous allons continuer avec de telles actions pour permettre, comme je l'ai dit, à cette machine du président de la République de bien faire son travail. Ces assises avaient pour objectif d'outiller les membres du cabinet du chef de l'État en valeur morale nécessaire pour continuer à mériter la confiance du chef. Ils sont appelés à poser des actions axées sur les résultats dans la gestion de l'État. La cellule d'innovation et changement des mentalités reste optimiste quant à l'atteinte des objectifs visés à travers ces travaux. Si nous renforçons la capacité du personnel de la présidence de la République, ça permet à ce que le chef puisse pouvoir atteindre sa vision, qui est le peuple d'abord. Donc sa vision qui consiste à pouvoir travailler pour que le peuple congolais voie sa dignité être restaurée, le peuple congolais voit sa justice être restaurée, le peuple congolais voit son social être mis en place. Nous croyons que nos objectifs ont été atteints parce que le facilitateur, le formateur ont apporté la matière et dans les travaux qu'on a eus au niveau des ateliers, on pousse à croire que les gens ont beaucoup assimilé ce qui a été dit et les propositions faites pour justement rendre ce cabinet capable de défendre la bonne image du chef de l'État. En outre, ces travaux de 2 jours ont permis aux uns et aux autres de poser un véritable diagnostic de la corruption au sein du cabinet du chef de l'État. Déterminée à éradiquer ces fléaux, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, s'est dit prête à accompagner chaque service pour l'élaboration d'un plan anticorruption. Au niveau de chaque direction, de chaque service, de chaque cellule, il y a des spécificités. Après cette formation, l'APLC pourra accompagner, devra accompagner chaque cellule-service dans l'élaboration de ces plans anticorruption sectoriels. Parce que les manifestations de la corruption
d'un service et peut être différente d'un service à un autre. Certains membres du cabinet du chef de l'État ont été accusés de corruption et autres antivaleurs avant la recomposition de ces cabinets. Ils ont depuis été remerciés et remplacés par de nouvelles têtes. Ces nouveaux collaborateurs du chef de l'État se disent déterminés à rectifier les tirs. Lors du briefing hebdomadaire avec la presse, le mercredi 6 septembre, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, en compagnie de son collègue en charge de l'Intérieur, sont revenus sur le rapport de la mission interministérielle effectuée dans la ville de Goma après la manifestation anti-MONUSCO du 30 août dernier. Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, admet effectivement qu'il y a eu de failles sécuritaires qui ont conduit à la dégénérescence de cette situation, raison pour laquelle certains officiers sont suspendus et qu'une audience est en cours d'instruction. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements et sorti. Pourquoi? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église. Et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. Lors de venir de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Pour le patron de l'Intérieur, il s'agit d'une bavure militaire et les responsabilités des uns et des autres doivent être établies. Ce culte en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala ouvre tout un grand chapitre de l'histoire du pays qui s'inscrit dans la mémoire nationale dès qu'il s'agit de se remémorer de celui que l'on appelait le président fondateur du MPR, parti unique, mouvement populaire de la République du Zaïre, chantre de l'authenticité, le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kungubwendu Wazabanga, dont la mort remonte à 26 ans exactement depuis le 7 septembre 1997 au Royaume du Maroc, patrie de son ami le roi Hassan II. Son héritage dans les consciences reste mitigé, voire encore controversé en raison de la dimension du personnage emblématique, qui savait haranguer les foules et insuffler la fierté d'être zaïrois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter l'unité du Congo partout où vous allez. Le jeudi 7 septembre 2023 dans la soirée, pour se souvenir du roi Léopard, cette messe de requiem a été demandée et donnée en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala, avec comme point fort la présence du chef de l'État Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, farouche opposant de Mobutu de son vivant, qui était présent pour rendre cet hommage. À ses côtés, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, plusieurs fois ministre sous Mobutu, et surtout le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, son réel héritier politique, en compagnie de toute la famille des proches de l'ancien
président de la RDC, dont son propre fils, Zanga Mobutu. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État d'avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre père, Marshal Mobutu Sese Seko. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Que peut retenir l'histoire sur ce retour? Est-ce la fin de la disgrâce de Mobutu ou tout simplement la réconciliation du présent et du passé de notre patrimoine politique qui se déclenche par ce geste exceptionnel du président Félix Tshisekedi, qui rend en fait un hommage à celui qui était l'ami puis l'ennemi et adversaire de son père. Ngai rassembleur ya peuple luba, ngai protecteur ya peuple luba. Yo zali rassembleur, ozali protecteur. Okamata basi bazali na mabumu, obwaka bango na bloc, bakomi bout. Bana mike moyen ya kopema ezali te. Yaka na fungula ezali te. Nalataki elamba ya soda, botine na makolo, botine na ngai nde tango na bandi kobuka basoda banso bazaki babuki kwiki po tango bato babimi. Conformément à l'article 100 de la loi électorale, la circonscription électorale pour l'élection du président de la République est le territoire national. Les bureaux de réception et traitement des candidatures est installé au siège de la commission électorale indépendante. Les candidats présidents ou son représentant doit se rendre à Kinshasa pour postuler. Pour être éligible à la présidentielle, les candidats doivent être d'origine congolaise, avoir au minimum 30 ans d'âge, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, être diplômé des études universitaires, avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique, être inscrit lors du dépôt de sa candidature. Pour d'autres éléments constitutifs du dossier, la Commission électorale nationale indépendante invite les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques désirés de participer à l'élection présidentielle au respect du chronogramme et du délai pour le dépôt de leur candidature. Conformément à l'article 104 de la loi électorale, les candidats à l'élection présidentielle doivent faire l'acte auprès de la CENI. 4 photos du format passeport du candidat sont exigées ainsi qu'un logo du parti politique ou son regroupement politique à l'exception des candidats indépendants. Les documents originaux de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement politique, excepté pour les candidats indépendants. Somme à payer pour la présidentielle est de 64 000 $, contrairement aux élections précédentes où la caution était à 100 000 $. Les candidats présidents de la République doivent présenter à la CENI un récépissé des paiements de 160 millions de francs congolais comme frais de dépôt des paiements non remboursables. Les candidats présidents ou leurs mandataires doivent se présenter au bureau de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et pour retirer la note de réception. Bavure de Goma. Le député national élu de l'Ituri, Gratien de Saint-Nicolas Irachan, mobilise l'Assemblée nationale par une correspondance pour une motion de censure contre le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Mais avant l'ouverture de la dernière session de cette législature, le député du Ensemble pour la République recommande au Premier ministre de rendre le tablier avec lui tout son cabinet. Faute de s'auto-démettre, l'opposant brandit cette motion de censure qui tire sa substance des événements tragiques de Goma, capitale du Nord Kivu. En croit cet élu, cette flagrance avérée dévoile la complicité et l'échec de ses membres du gouvernement à bien gérer le pays, mais surtout à les protéger en lieu et place de les abattre. À ses collègues députés, Gratien de Saint-Nicolas Irachan exhorte ses collègues à s'assumer afin de signer cette motion de censure pour limoger les gouvernements. Pour rappel, le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, revenu de Goma pour s'enquérir de la situation, a revu les bilans à la hausse en parlant de 53 décès.